voudrais préciser par rapport à donc, la dynamique des tsunamis. Le tsunami, je pense que c'est un terme, la plupart d'entre vous, il y a un an, ne le connaissaient pas. Vous avez sans doute entendu parler de raz-de-marée, qui était le terme français utilisé, encore utilisé à ce jour. Mais au niveau international, à partir de 1946, en gros, après un tsunami équivalent à l'événement de Sumatra, la communauté internationale scientifique et les gens qui travaillaient déjà à l'époque dans les centres d'alerte dans le Pacifique ont dénommé ce phénomène donc tsunami, ce qui veut dire onde de port en japonais. Le terme japonais a été choisi parce que le terme anglais qui était tidal wave, donc onde de marée, était impropre, et pareil, le terme raz-de-marée, finalement, peut correspondre à un ensemble de phénomènes de différentes vagues qui peuvent avoir lieu sur la mer. Donc on peut avoir la marée qui déborde, les hautes mers, hautes marées. On peut avoir des vagues liées à la houle, qui s'observent sur la plupart des mers du globe également, mais qui n'a rien à voir avec ce phénomène non plus. Et puis on peut avoir des ondes de tempête qui sont créées donc lors de la tempête, par exemple, qui a eu lieu hier sur les côtes de Bretagne. Vous avez vu des fortes houles et des débuts d'ondes de tempête qui débordent également et qui donnent un raz-de-marée. On va voir que le phénomène donc tsunami a des caractéristiques propres au niveau physique et généré donc par un phénomène géologique, géophysique au départ toujours, et ensuite se propage dans l'océan et déborde lorsqu'il est important, avec des caractéristiques spécifiques. Avant le 26 décembre 2004, on avait déjà des enregistrements et des photographies, des vidéos de tsunamis, mais finalement, des tsunamis catastrophiques, très peu de vidéos existaient, du fait que durant les 40 dernières années, il y a eu des événements importants dans l'océan Pacifique, mais très locaux, et qui ont rarement été filmés ou pris en photo. Et l'événement donc du XXe siècle le plus important était le tsunami des Aléoutiennes de 1946, donc généré par un séisme également. Les Aléoutiennes donc, sont les îles entre le Kamchatka et l'Alaska, au nord du Pacifique. Et on voit sur ces photos, donc d'une part, dans une des baies d'Hawaï, près de Hilo, un mur d'eau, en fait une plaque d'eau qui rentre, qui est en train d'inonder, qui fait, suivant les endroits, entre 4 mètres et 7-8 mètres de hauteur. Et en bas, on voit les gens donc, qui s'enfuient dans la ville de Hilo, où au fond, c'est difficile à voir sur cette photographie, mais il y a d'énormes vagues de plus de 10 mètres d'altitude, de hauteur, qui sont en train donc, de déborder dans le lagon et d'atteindre les côtes et la partie habitée de ce village. 5 minutes après cette prise de vue, tout a été détruit par la première vague donc, de ce tsunami. 2 autres vues donc, également à Hawaï, où en haut à gauche donc, on voit le pont de chemin de fer qui était situé donc, en bord du volcan et dont la partie de droite a été détruite par la première vague. On voit la deuxième vague qui rentre donc dans cette baie. Pareil, elle fait 4 à 5 mètres de hauteur. Et dans une autre baie, donc toujours à Hilo, on voit une sucrerie qui est en train d'être complètement détruite par la deuxième vague du tsunami. Un autre événement donc, du XXe siècle, très important, celui du Chili de 1960, où on voit ici des prises de vue donc, après le tsunami, donc le lendemain, où des maisons ont été emportées sur plusieurs dizaines, plusieurs centaines de mètres. Et on voit qu'en bord de côte, de nombreuses maisons en bois ont été détruites par les vagues de cet événement. 2 photos qui ont été prises durant le tsunami. La première, on voit à 4h50 le matin et l'autre à 7h30, où les gens donc étaient
alertés par le tremblement de terre. Il faut savoir que cet événement était précédé par un séisme de magnitude 8 le jour d'avant. Et donc les gens étaient déjà alertés de tremblement de terre. Et c'était le dimanche après-midi d'ailleurs. Les gens étaient en train de discuter des différents dégâts qui ont été observés après le premier séisme. Et ce séisme donc de magnitude 9,5, le séisme le plus important mesuré par les instruments sismographiques et autres au XXe siècle, a donc débordé, et des vagues de plus de 20 mètres d'amplitude sont montées à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et donc les vagues, on voit, ont duré plus de 3 à 4 heures sur les côtes du Chili. Ici, sur cette liste, on voit l'ensemble des tsunamis depuis le XIIIe siècle qui ont généré des victimes, plus de 2000 victimes, essentiellement au Japon. C'est la raison pour laquelle le terme a été choisi, le tsunami, et d'autres donc essentiellement dans le Pacifique. Si on remonte sur les 2 derniers siècles, donc depuis 1800, voici la liste des événements catastrophiques au niveau de l'océan Pacifique. On voit que dans les 2 derniers siècles, c'est essentiellement au Chili qu'a eu lieu des séismes catastrophiques et des tsunamis catastrophiques qui se sont propagés dans le Pacifique. Le nombre de pertes de victimes est très changeant, dépendant évidemment du lieu où a eu le tremblement de terre et le tsunami. Si c'était près de villages ou de villes habitées, ou dans des zones où il y avait très peu d'habitants en bord de mer. D'autres également, on voit les derniers événements, l'Alaska aléoutienne, donc dans la même région que celui de 1946. Sur une carte, on peut représenter donc l'ensemble des événements donc du 18 et 19e siècle, 19e et 20e siècle plutôt, et on voit que les séismes importants qui ont généré des tsunamis catastrophiques à plus de 1000 km donc de distance de l'épicentre sont essentiellement situés donc sur les côtes du Chili et les côtes d'Amérique du Sud, donc les côtes de l'Alaska jusqu'au Kamchatka et au Japon. Une caractéristique de ce phénomène, on a représenté sur cette carte les hauteurs, ce qu'on appelle les run-up, on verra par la suite à quoi correspond ce terme. Donc sont les hauteurs atteintes par les vagues sur différentes côtes. Et on voit au Chili, donc la hauteur maximale ici fait 20 mètres d'amplitude. En Polynésie française, à certains endroits, les vagues ont dépassé 15 mètres. Pareil, le phénomène était à peu près équivalent à Hawaï, où il y a eu également des dégâts et des victimes, jusqu'au Japon. Donc si on compare par contre sur les autres côtes du Pacifique, le phénomène a atteint quelques mètres seulement. Donc ce phénomène est très directif, c'est-à-dire on voit que perpendiculaire à la source, donc la zone de rupture du tremblement de terre, le phénomène est très important. Par contre, sur les côtés, même sur les côtes du Chili, du nord du Chili, il y a eu très peu d'observations de ce tsunami. On comprendra par la suite, par la présentation d'Hélène Hébert, pourquoi ce phénomène est directif et donc pourquoi il peut varier énormément sur un océan, sur une zone même proche du tremblement de terre, d'un facteur 1 à 100 suivant les endroits. Les données que l'on recueille sur le terrain sont la profondeur atteinte par le tsunami, donc l'inondation horizontale, et la hauteur des vagues déferlantes maximales, ce qu'on appelle le run-up au niveau en anglais, et également le niveau maximal atteint par l'eau, qui n'est pas forcément l'endroit le plus profond atteint par les vagues. Un autre événement plus récent dans la mer du Japon, où on voit ici la première vague qui monte doucement après le tremblement de terre, c'est quelques minutes après le tremblement de terre. Vous pouvez voir sur le fond des voitures, des petits piliers et des poteaux, donc juste avant la montée de la première vague. Voilà la première vague qui monte, donc on voit doucement, c'est pas une déferlante, c'est pas une vague qui paraît si catastrophique que cela. Mais dès qu'elle est repartie, donc au retrait,
elle a emporté tout ce qui était situé en bord de mer. Et malheureusement, ce type de vague qui des fois fait quelques dizaines de centimètres peut être très catastrophique localement. On pourra en parler par la suite au niveau des victimes et des dégâts qui ont eu lieu donc, dans l'océan Indien le 26 décembre 2004. Et si on regarde la carte des événements qui ont provoqué donc, des tsunamis catastrophiques locaux ou régionaux, c'est-à-dire à des distances inférieures à 1000 km, on voit que le nombre d'événements est beaucoup plus important et il y a des événements là dans tout le Pacifique, sur les côtes des Philippines, d'Indonésie, même sur les côtes de Nouvelle-Zélande, Tonga, Kermadec, l'Amérique centrale. Toutes les zones peuvent être où il y a des forts tremblements de terre, donc peuvent générer des tsunamis locaux. Ici, c'est la liste donc des événements depuis 1975. On voit qu'il y a une trentaine d'événements. Et en gros, depuis 1992, il y a eu un à deux événements par an qui ont provoqué plusieurs dizaines, centaines de victimes parfois. En regardant les événements les plus récents, donc de 1992 à 2004, il y avait eu 14 tsunamis désastreux, dont le plus catastrophique, évidemment, fut celui de Sumatra du 26 décembre 2004, mais il y a eu des événements également catastrophiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 1998, avec plusieurs milliers de victimes. La carte mondiale des tsunamis est disponible à la COI, d'ailleurs, sur le site internet de la Commission océanographique intergouvernementale. Depuis une vingtaine d'années, on fait des études sur les tsunamis passés et historiques. Donc on a répertorié plus de 2200 événements, le premier étant en 1828 avant Jésus-Christ, était l'éruption du Santorin, donc un tsunami catastrophique en Méditerranée. Et les derniers donc, sont ceux de Sumatra de 2004 et 2005. Donc on voit que sur toutes les mers du globe, ce phénomène peut se générer et se propager et être catastrophique dans différents endroits. On voit également, si on regarde les côtes de l'Europe du Nord, que dans des fjords, il y a des tsunamis générés non pas par des tremblements de terre, mais par des glissements aériens ou des glissements sous-marins qui peuvent être désastreux localement. Si on regarde la répartition au niveau mondial, sur toute la période historique, on voit que 60% des événements ont eu lieu donc, dans l'océan Pacifique, 25% en Méditerranée et 12% dans l'océan Atlantique, incluant la Baltique, et 4% dans l'océan Indien. Pour le XXe siècle, on a en fait 77% dans l'océan Pacifique et que 10% au niveau de l'océan Atlantique et 9% de la Méditerranée. La différence est que les données historiques, donc avant le XXe siècle, sont plus importantes pour la Méditerranée, évidemment, que pour le reste du monde. Si on regarde maintenant région par région, en fait, c'est au Japon qu'on a essentiellement des données, de nombreuses données depuis le 7e siècle. Ceci, là, j'ai représenté que des régions du Pacifique. Et par contre, dans les autres régions du monde, c'est en général à partir du 15e, du 16e siècle qu'on commence à avoir des données historiques importantes. Et si on remonte maintenant dans le détail sur ce qui s'est passé au XXe siècle, il faut savoir qu'il y a eu en gros 1000 tsunamis au niveau mondial, 700 dans le Pacifique. Ça fait 9 événements par an. Sur ces 9 événements, il y en a plus que 2 qui ont dépassé une amplitude de 1 mètre, donc ils peuvent être désastreux au niveau local, et un par an qui dépasse une amplitude de 5 mètres, qui là est catastrophique, c'est-à-dire des événements majeurs localement, dont donc presque un événement par an au niveau du Pacifique. Si on regarde par contre les événements désastreux à grande distance, donc les télétsunamis, on voit que tous ont eu lieu dans le Pacifique. Les 5 événements, donc en 46, en 52, en 57, en 60 et en 64. Et les hauteurs atteintes par les vagues du tsunami ont dépassé 5 mètres, donc à plus de 1000 km de distance de l'épicentre. Donc ces données, si on regarde donc les données de RUNUP au niveau de l'événement de Sumatra,
dans certaines vallées, par exemple dans cette vallée, les vagues sont montées à plus de 35 mètres d'altitude. Et en bord de mer, donc c'est l'amplitude du tsunami en bord de mer, elles ont atteint 10 à 15 mètres suivant les endroits, donc proches de la source. Des tsunamis très modérés, il y en a eu plusieurs en Polynésie française, dont 2 en 95 et en 96. On voit en haut à gauche la plage inondée d'une des baies d'Ivaoa aux Marquises, et les vagues sont rentrées à plus de 250 mètres à l'intérieur des terres. Et en dessous, on voit un tractopelle qui est en train d'être inondé et qui a été complètement submergé par la vague, par 2 vagues, en 1996. Ceci était lié à des événements, donc vous voyez la magnitude, 8,1, 7,5. C'est une magnitude forte, mais qui n'est pas du tout comparable à l'événement de Sumatra. Et pourtant, à plus de 5000 km, dans certaines baies, le tsunami était aussi important qu'à la source, donc 2 à 3 mètres d'amplitude. Pour venir maintenant à la définition de ce phénomène, en fait, un tsunami, c'est donc une série de vagues de très grande longueur d'onde. En général, il y a 4 à 5 vagues importantes qui sont visibles par des observations. Par des enregistrements, il y en a beaucoup plus, comme vous voyez sur cet enregistrement d'un tsunami de 2001 au Chili. La plupart donc sont générés par des tremblements de terre, et l'amplitude va finalement de quelques centimètres, ce qu'on appelle nous un micro-tsunami, pour comparer au micro-tremblement de terre dont personne n'entend jamais parler, mais il existe des tsunamis tous les ans, et même tous les mois, de quelques dizaines de centimètres, qui sont observés donc par les stations marégraphiques. Donc la longueur de ces phénomènes dépend de la longueur, des dimensions de la source. Le phénomène, par exemple, de Sumatra, le séisme de Sumatra a fait 140 km de largeur, la zone de rupture, plus de 1200 km de longueur, et donc la longueur d'onde du tsunami généré va dépasser 140, 150, 200 km. Lorsqu'il va se rapprocher de la côte, la vitesse dépendant de la profondeur d'eau, donc de H, elle va ralentir, et on va passer au large, donc à 4000 mètres de fond, on a de l'ordre de 700 km/h, c'est la vitesse donc d'un avion, et à 50 mètres de fond, on va avoir, je dirais, encore 80 km/h, parce que c'est quand même une vitesse importante, et même à quelques mètres, une dizaine de mètres de fond, on a toujours 30 à 40 km/h. Je pense que vous avez vu d'ailleurs dans des différentes vidéos qui ont été filmées lors de l'événement de Sumatra, la rapidité de la montée des eaux dans la zone proche de l'épicentre et ailleurs d'ailleurs. Et la longueur d'onde, donc parallèlement, elle va se réduire et passer de quelques centaines de kilomètres donc au large à quelques dizaines de kilomètres à l'intérieur, proche de la côte. Et parallèlement aussi, au même moment, l'amplitude des ondes va augmenter, l'énergie restant constante, donc, et on va passer de quelques dizaines de centimètres dans certains cas au large à plusieurs mètres dans certaines baies. Ceci est la carte donc bathymétrique de fond des océans de l'océan Pacifique. Ces cartes sont nécessaires, ces données sont nécessaires pour pouvoir calculer déjà le temps d'arrivée du tsunami sur les différentes côtes. Ce que l'on réalise dans les centres d'alerte du Pacifique déjà depuis une quarantaine d'années, c'est à partir d'un tremblement de terre, on regarde quelle est l'heure d'arrivée des tsunamis, ce qui est très important pour les évacuations évidemment. Et on voit que l'événement de 1946 est arrivé 4 heures après aux îles Hawaï, une dizaine d'heures en Polynésie française et au Chili, 17 heures à 18 heures après. Donc ce phénomène reste dangereux pendant plusieurs heures et même presque plus d'une journée au niveau d'un océan comme l'océan Pacifique. Si on regarde les dégâts de l'événement de 1960 à Ivaoa, on voit que cet événement a provoqué plusieurs destructions de maisons, de maisons de poste, etc., et qui était situé à quelques dizaines de mètres du bord de mer.
En fait, si on regarde ce qui s'est passé, il y a eu d'abord un retrait des vagues, ce qui a alerté d'ailleurs une des personnes qui vivait en bord de mer à cette époque. Et ensuite, les vagues ont commencé à inonder. Donc, d'une part, dans la baie qui est très profonde, à plus d'1 kilomètre de profondeur, et dans l'autre baie, à 300 à 400 mètres à l'intérieur des terres. Donc, plusieurs farets, plusieurs lotissements, aujourd'hui, ont été implantés dans ces zones. Et ceci, évidemment, au niveau des alertes et des évacuations, doit être pris en compte en cas d'alerte au tsunami aujourd'hui. Pourquoi il y a eu des inondations importantes dans les baies? C'est qu'on a donc ce phénomène de ralentissement et d'augmentation donc d'amplitude. Lorsque les pentes sous-marines sont faibles, on a une inondation importante. En comparaison, si on regarde ce qui s'est passé à Tahiti en 1960, il y a eu également un retrait de la mer de lors d'une centaine de mètres, et ensuite une inondation, donc au maximum d'une centaine de mètres. Le pied de la cathédrale en 1960 de Papeete a été inondé, mais les vagues ne sont pas rentrées plus à l'intérieur des terres tout le long donc, des côtes de Tahiti et des îles hautes hors les Marquises. Et si on compare les pentes donc, des îles plus anciennes donc, de Polynésie et des atolls sont très fortes, sont de plusieurs dizaines de degrés, et fait que le phénomène n'est pas du tout amplifié parce qu'il n'y a pas de ralentissement des vagues. Donc on a une inondation, mais qui est beaucoup plus faible, de quelques dizaines de centimètres à au maximum quelques mètres. Il faut savoir aussi sur ce phénomène, c'est que la première vague n'est pas toujours la plus importante. C'est souvent la plus importante dans la zone source, donc près de l'épicentre ou de la zone de rupture du tremblement de terre. Par contre, dès qu'on s'éloigne de plusieurs centaines de kilomètres, ce peut être la deuxième, la troisième, parfois la quatrième vague qui est la plus destructrice. Si on regarde la distribution maintenant des événements en fonction de leur origine, donc comme on l'a vu, les événements les plus importants sont ceux qui sont liés à des tremblements de terre. En gros, ça représente les 3/4 des tsunamis générés. Ensuite, on a des glissements de terrain qui soient sous-marins, qui soient des effondrements de falaises, donc aériens puis sous-marins, et également des glissements de terrain liés à des éruptions volcaniques ou des explosions volcaniques, donc telles que le Santorin, donc en 1600 avant Jésus-Christ, ou le Krakatau en 1883, qui a généré aussi un tsunami catastrophique au niveau local et régional. Ce qu'il faut savoir, c'est que à grande distance, donc à plusieurs milliers de kilomètres de la source, seuls les tremblements de terre génèrent des tsunamis importants, donc majeurs, du fait de leur longueur d'onde. Comme je précisais, la longueur d'onde d'un tremblement de terre important, donc par exemple une magnitude 8, la zone de rupture fait en gros 100 km de large sur 200 km de long, donc la longueur d'onde est très grande, et du coup l'atténuation liée à la géométrie de propagation est beaucoup plus faible par rapport même à un volcan qui explose, qui fait en gros quelques kilomètres de diamètre. L'atténuation va être beaucoup plus rapide, même si à l'origine, donc le volcan peut avoir généré des vagues de 15, 20, 30 mètres d'amplitude. On voit ici donc un phénomène donc lors d'une éruption volcanique, l'effondrement d'une partie du flanc d'un volcan. C'était le volcan de Montserrat en 1997, où on simule donc l'effondrement, l'avalanche de débris, et en même temps la génération et la propagation du tsunami dans l'océan. Pour revenir donc à l'origine donc des tsunamis provoqués par des tremblements de terre, il y a différents types de failles. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est simplement pour préciser qu'il y a des failles donc glissement essentiellement horizontal, qui génèrent donc des tsunamis très faibles du fait qu'il n'y a pas de mouvement vertical du fond de la mer. Par contre, il y a deux types de failles
qui génèrent des mouvements importants du fond de la mer sont ce qu'on appelle les failles normales ou les failles inverses. Les failles inverses sont les failles dans les zones de subduction. En fait, la subduction est une zone en faille inverse, où là, donc, le mouvement vertical sera très important. Par exemple, dans le cas de Sumatra, il dépassait 5 mètres de remontée du niveau de la mer et un affaissement de plusieurs mètres également. Donc, ce qui s'est passé lors de l'événement de Sumatra, parce que le temps s'écoulant, il y a eu donc un tremblement de terre à quelques dizaines de kilomètres de profondeur sur une zone de 140 km de large sur près de 1200 km de long. Donc si on regarde en gros le phénomène durant les 500 dernières années, le mouvement des plaques, donc de la plaque indienne et de la plaque birmane, ce mouvement relatif est de l'ordre de 5 cm par an, ce qui fait donc un rapprochement de l'ordre de 25 mètres durant 500 ans, ce qu'on pense la période de retour de ce type de tremblement de terre important de l'ordre de 500 ans, peut-être 1000 ans. Et la zone donc de la plaque birmane, ici, a été bloquée durant ces 500 ans. Et ce qui s'est passé lors du tremblement de terre, en fait, cette zone est remontée, donc, pour retrouver, pour ainsi dire, sa position initiale. Donc, elle est remontée d'une vingtaine de mètres en moyenne sur 1200 km de long. Ce tremblement de terre a donc duré de l'ordre de 600 secondes, donc 10 minutes, ce qui fait l'événement le plus important jamais mesuré. L'événement du Chili, à l'époque, faisait, je dirais, que 5 minutes, donc était un événement beaucoup plus rapide. Dans la génération des tsunamis, on distingue donc 3 étapes. La partie génération, initiation du phénomène, donc liée au tremblement de terre. Ensuite, la propagation dans l'océan. Et lorsque le phénomène est suffisamment important, donc l'amplitude dépassant quelques dizaines de centimètres, l'inondation. Donc si on découpe ce phénomène dans les différentes étapes, donc on a tout d'abord une remontée du niveau de la mer, du fond de l'océan, et au même moment une remontée donc à la surface de l'océan. Donc ceci est une vue en coupe du phénomène, et un affaissement ici proche de la côte. Ensuite, donc cette vague générée va, elle, se propager de part et d'autre, perpendiculairement, et lorsqu'elle va se rapprocher de la Terre, on a ce phénomène de ralentissement et d'augmentation d'amplitude. À l'inverse, lorsqu'il se propage dans l'océan, on a donc une augmentation de la longueur d'onde et de la vitesse. Si on regarde le phénomène donc à la source, voilà ce qui s'est passé pendant 500 ans en gros, donc ce mouvement des plaques avec la zone bloquée et le relâchement de contraintes très rapide, donc en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, et ensuite la propagation du tsunami de part et d'autre. On regardera ça dans les détails par des modélisations que montrera Hélène ensuite. La zone de rupture, donc ce phénomène, comme j'ai précisé, donc faisait de l'ordre de 1200 km de long. Les points en rouge et en orange sont les répliques du tremblement de terre donc du 26 décembre. Ici, on a donc le choc principal et les répliques donc sont situées dans toute cette zone qui fait de l'ordre de plus de 100 à 200 km de large sur 1200 km de long. Donc ici, j'avais déjà présenté donc les dégâts à Banda Aceh. Une des données importantes, donc comme j'ai précisé, sont le run-up qui peut être également visualisé sur des données satellitaires. On voit très bien les zones qui ont été donc dévastées par les vagues. Et il y a des campagnes de terrain pour mesurer ensuite la hauteur atteinte donc par ces vagues. On voit que proche de Banda Aceh, c'était de l'ordre de 20 mètres à 30 mètres d'altitude atteinte par les vagues. Et les vagues au large, donc l'amplitude au large à quelques centaines de mètres, atteint de l'ordre de 10 à 15 mètres. Au nord de Banda Aceh, dans cette zone,
Les hauteurs atteintes par les vagues ont atteint 5 à 10 mètres, suivant les endroits. Mais le terrain était beaucoup plus plat et les vagues ont réussi à rentrer à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Donc au 26 décembre, il n'existait pas de système d'alerte au tsunami dans l'océan Indien. On pourra en discuter par la suite. Mais il y avait déjà des données, des stations marégraphiques, des stations de mesure du niveau de la mer en place. On voit sur ce graphe les amplitudes mesurées par donc la station la plus proche, c'est la station de l'île de Coco, située au large au sud-ouest de l'Indonésie, dont l'amplitude a atteint 35 cm, ce qui est classique pour même je dirais un petit tsunami. Par contre, sur l'île de Sri Lanka, donc à Colombo, l'amplitude a dépassé 2 mètres et d'ailleurs tout le système a été ensuite désolidarisé, donc le marégraphe ne fonctionnait plus et les enregistrements ont recommencé 2-3 heures après intervention de techniciens. Et si on regarde les données donc, des autres îles des Maldives, l'amplitude a dépassé également 1,80 m à 2 mètres, suivant les endroits. Et plus on s'éloigne, on voit Diego Garcia qui est un petit peu plus loin, l'amplitude commence à diminuer. Mais pourquoi tant de différence entre donc, un point qui est situé plus proche de la source qu'un point situé plus loin, donc c'est la modélisation numérique, donc Hélène Hébert vous montrera également plus en détail, mais je vais présenter simplement la propagation du tsunami au niveau de l'océan, des résultats de modélisation, où on voit, c'est la hauteur maximale du tsunami en océan profond, qui est représentée sur ce graphe, où en rouge, les zones dépassent 1 mètre, et en bleu, elles sont inférieures à 10 à 20 cm. Donc on voit que le phénomène est très directif, se propage donc de part et d'autre de la zone de rupture, qui est située ici. Et on comprend pourquoi donc la Thaïlande, le Sri Lanka, les Maldives ont été atteintes par cet événement. Les vagues étaient très destructrices. Et à l'inverse, si on regarde les côtes situées au sud de Sumatra, ou au Bangladesh, ou sous les côtes de l'ouest de l'Inde, les vagues étaient très peu importantes, de quelques dizaines de centimètres. L'île de Coco, où était le marégraphe, donc qui est mesuré, le premier marégraphe qui a mesuré ce tsunami, donc est situé dans une zone où finalement la propagation est très peu importante. Les vagues ont à peine dépassé une vingtaine de centimètres. Par contre, Colombo, on voit dans une zone, Colombo et Malé sont dans des zones où le tsunami est très important. Le 28 mars 2005, il y a eu un autre séisme important, ce n'était pas une réplique parce qu'elle était située plus au sud de la zone du 26 décembre, et deux enregistrements de tsunami à l'époque, une à Colombo, où on voit le premier à Colombo qui a atteint une vingtaine de centimètres, et à Rodrigue qui a atteint également une vingtaine de centimètres. Donc un tsunami a été généré, localement il a dépassé 3 à 4 mètres d'amplitude. Par contre, dans l'océan, il a atteint à peine quelques dizaines de centimètres. De ce fait, il n'a pas du tout été catastrophique au niveau de l'océan Indien. Si on regarde dans le détail les sources de tsunamis dans l'océan Indien, on voit que sur cette carte qu'il y a eu plusieurs centaines d'événements. Donc l'océan Indien, y compris donc les mers intérieures d'Indonésie et des Philippines, dont certains ont dépassé 10 mètres d'altitude. Par exemple, en 1994, il y avait déjà eu un tsunami catastrophique dans cette région. En 1992, près de Flores, donc dans l'océan Indien, il y a également un événement catastrophique. Les caractéristiques de l'aléa tsunami, donc on l'a déjà vu, mais pour résumer maintenant, cet événement donc,
Ces vagues peuvent être dangereuses pendant plusieurs heures et même plus d'une journée au niveau de l'océan Pacifique. Les sinistres, je ne suis pas rentré dans les détails, mais peuvent être très élevés, évidemment, localement, mais au niveau d'un océan également. Et les run-up, donc les hauteurs atteintes par les vagues, peuvent dépasser 30 mètres d'altitude et plus à certains endroits. L'impact global, évidemment, ignorant les frontières. Donc, les deux situations, si on regarde maintenant la possibilité d'alerter, de mettre en place un système d'alerte de ces événements, en cas de source très proche, si on est situé très près de l'épicentre ou très près du volcan ou de la zone de glissement, les côtes sont atteintes très rapidement, donc parfois c'est quelques minutes, une quinzaine de minutes, au maximum 1 à 2 heures. Très souvent, on n'a pas le temps d'avoir une alerte officielle du fait de ce délai très, très court, et les run-up sont les plus élevés, donc les dégâts les plus élevés. En ce qui concerne les télé-tsunamis, donc ils sont toujours générés par des séismes importants. Le temps est un peu plus important pour l'alerte, et les dommages, par contre, sont plus éparses, à part pour les méga-tsunamis, où évidemment on peut avoir des dommages importants le long de toutes les côtes. Pour terminer, avant de passer la parole à Hélène, je vais présenter ce qui est mis en place au niveau donc, de l'UNESCO, très rapidement. Donc, le groupe international de coordination du système d'alerte au tsunami dans le Pacifique a été mis en place en 1965 par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, qui, elle, avait été créée en 1960. Dès les premières sessions de cette commission, a été décidé de mettre en place des groupes de travail pour réfléchir au niveau international comment mettre en place un système d'alerte au niveau du Pacifique du fait de l'événement donc de 1960 donc, qui a été catastrophique et également des événements passés de 1946, 52, 57. Donc on voit bien que c'est après certains événements majeurs que la communauté internationale s'est réunie et a décidé de mettre en place un système d'alerte. Donc le rôle de ces groupes maintenant ça s'appelle des groupes intergouvernementaux de coordination, est de coordonner tous les programmes d'alerte et d'atténuation des effets des tsunamis, donc les programmes nationaux ou les programmes régionaux, et a été mis en place au niveau de Pacifique un centre opérationnel régional qui est situé à Hawaï, le Pacific Tsunami Warning Center, et un centre d'information des tsunamis qui est également situé à Hawaï pour raisons pratiques, parce que ce sont deux centres qui travaillent évidemment de façon très proche. 28 États membres participent à ce programme au niveau de l'océan Pacifique. À peu près tous les États importants, je dirais, qui ont des côtes importantes le long du Pacifique participent à ce programme. Et ce groupe se réunit donc tous les 2 ans pour faire le bilan des activités et voir comment améliorer le système, parce que le système du Pacifique évidemment existe, mais n'est pas parfait comme tout système d'alerte ou de prévention, et décide donc des programmes pour améliorer la partie surveillance, mais améliorer également la partie connaissance du danger. En fait, un système d'alerte au tsunami ne comprend pas seulement les réseaux de surveillance et les centres d'alerte, mais ça comprend également deux composantes qui sont tout aussi importantes. C'est d'une part l'évaluation du danger par exemple, des études de tsunami historiques. Compléter ces bases de données de tsunami est vraiment primordial pour connaître quelles sont les côtes qui ont été atteintes par ce phénomène et de quelle façon. Est-ce que le phénomène était faible, modéré ou vraiment majeur? Et la troisième composante, c'est la partie préparation, prévention, éducation, qui est également importante et primordiale pour toutes les zones qui sont situées à la source, je dirais, à l'endroit donc de l'épicentre ou à l'endroit ou près d'un volcan, où il n'y a pas de temps pour une alerte officielle, où seule l'éducation des gens, savoir comment réagir en cas d'un tremblement de terre, si on ressent un tremblement de terre important, il faut tout de suite partir de la côte et monter sur les hauteurs ou monter dans des bâtiments solides en béton,
ou lorsqu'on voit la mer se retirer très rapidement, ce que vous avez certainement vu aussi dans plusieurs reportages, il faut tout de suite s'enfuir, ne pas attendre que la mer remonte évidemment, ou dès qu'on voit une barre blanche sur l'océan, c'est le même réflexe qu'il faut avoir. On pense que les trois quarts des personnes peuvent se sauver elles-mêmes si elles connaissent les caractéristiques de ce phénomène et comment réagir rapidement, en sachant évidemment comment partir par exemple d'une plage, il faut mettre en place, je dirais, des zones d'évacuation, des routes d'évacuation, parce que si on analysait dans le détail les victimes qui, malheureusement, dans l'océan Indien, certaines n'ont pas pu partir de la plage ayant vu le phénomène du fait qu'il n'y avait pas de zone d'évacuation construite, que ce soit des routes, que ce soit des escaliers, que ce soit différents moyens pour partir rapidement des plages. Je crois que je vais m'arrêter là, passer la parole à... Donc, je vais vous présenter quelques applications de la simulation numérique des tsunamis. Donc, bon, je ne vais pas trop redétailler sur comment se forme un tsunami, je pense qu'on commence à bien comprendre. Je vais plus montrer comment on le modélise et pourquoi. Et puis, je reviendrai sur l'événement de Sumatra qui commence à nous apprendre énormément sur le phénomène tsunami, sur comment on le modélise. Vous allez voir ce qu'on fait. En particulier, donc, je rappellerai quelques observations qu'on a recueillies dans l'océan Indien, en particulier sur l'île de la Réunion, les observations satellitaires qui sont exceptionnelles, et puis je vous montrerai quelques modèles, avec bien sûr quelques perspectives. Alors, bon, je crois que François a bien présenté le phénomène, simplement quelques illustrations. On voit ici, donc, vous voyez au fond de la photo quelqu'un qui est en train de courir. Au fond, vous avez la mer, et la personne se rapproche du photographe, et on voit qu'il y a donc une inondation qui est en train de pénétrer à l'intérieur des terres. Ici, donc, de plus en plus de personnes qui fuient. La mer est tout simplement en train d'envahir le rivage, l'intérieur des terres. Donc, c'est un tsunami. Ce n'est pas un mur d'eau qui arrive sur le rivage. C'est vraiment une montée progressive de la mer sur quelques minutes. Donc, ça, c'était en 1995 au Mexique, avec à l'origine un séisme de magnitude 8. Donc, on est loin des magnitudes 9 et plus comme à Sumatra, mais un séisme déjà très, très violent qui provoque un tsunami important observé dans tout le Pacifique. Enfin, au moins jusqu'en Polynésie française, par exemple aux îles Marquises, où les vagues faisaient encore 1 mètre de haut, et jusqu'en Australie. Alors par comparaison, ici vous avez donc une série de clichés avant-après, sur le même site, donc qui montre la dévastation après l'impact d'un tsunami. C'était en Papouasie en 1998. Donc dans ce cas précis, il y avait eu un séisme relativement plus modéré, de magnitude 7 seulement, mais un très grand glissement sous-marin, très important, de plusieurs kilomètres cubes, qui a provoqué un très fort tsunami avec des vagues jusqu'à 15 mètres de haut observées. Donc là, on a une autre source possible pour un tsunami, mais qui est dévastateur également, bien entendu. La différence, François l'a expliqué tout à l'heure aussi, c'est que les vagues ne se propagent pas aussi efficacement à travers les océans. Donc à quelques milliers de kilomètres, les amplitudes sont beaucoup plus faibles et ne provoquent pas des dégâts très importants. Donc juste pour résumer, les différents types de tsunamis, avec les différentes sources possibles, que ce soit le séisme ou les effondrements sous-marins ou aériens, on a vraiment deux types de tsunamis à distinguer et qui ne seront pas modélisés non plus de la même façon. Donc, dans le cas des séismes, quelque chose qui est donc très étendu sur les dimensions de la source, plusieurs centaines de kilomètres, des périodes de vagues qui sont très longues, qui sont plutôt de l'ordre de 15 à 40 minutes, et donc une possibilité de propagation très loin, avec encore beaucoup de dégâts possibles à distance. Donc à ne pas confondre avec des tsunamis générés par des glissements ou des effondrements de volcans, qui, eux, vont avoir des effets dévastateurs, surtout localement. Alors, je vais plus vous parler des tsunamis ensuite générés par les séismes. Donc, simplement pour résumer, je crois que c'est important de retenir l'image quand même, la différence entre ce que c'est que la houle, avec des vagues qui font pas plus d'une minute de durée, et un tsunami généré par un séisme, ici par exemple, où vous avez des vagues qui montent pendant 15-20 minutes à l'intérieur des terres avant de repartir, et ça pendant plusieurs heures. Donc là, l'arrivée aussi d'un tsunami à Hawaï dans les années 50, 57 je crois. Donc vraiment l'idée d'une crue de la mer plutôt que d'un mur d'eau qui... Enfin, c'est plutôt... Il vaut mieux retenir l'idée d'une marée rapide
de quelques 30 minutes, 30-40 minutes. Alors, simplement une illustration, la fameuse illustration de Hokusai, l'estampe qui montre cette vague au large. Justement, cette vague au large est gigantesque et correspond vraisemblablement plus à une vague de tempête qu'à un tsunami. Donc il ne faut pas vraiment retenir cette illustration-là comme symbolisant un tsunami. C'est plutôt une belle vague de tempête, certes gigantesque. Alors, pour revenir sur la propagation, bon, je pense que là aussi, on commence à bien connaître le phénomène. La propagation des ondes de tsunami, la vitesse de propagation est simplement reliée à la profondeur d'eau. Donc, quand le fond remonte à l'approche des côtes, on a des ondes qui doivent se raccourcir, elles ralentissent. Et la conservation de l'énergie fait que toute l'énergie qui est contenue donc, dans des vagues très longues au large se retrouve sur des vagues beaucoup plus courtes. Et donc, l'amplification se produit par conservation de l'énergie contenue dans les vagues. Alors, pour présenter les modèles de tsunami qu'on réalise, en fait, ce qu'il nous faut, c'est évidemment beaucoup de mesures, de données d'observation des tsunamis pour caler les modèles. Alors, les types de mesures, juste un petit rappel rapide. Donc, la donnée physique qui nous intéresse souvent, c'est le marégramme. C'est un peu l'analogue du sismogramme pour le sismologue. Mais le problème, c'est que les marégraphes ne sont que très rarement installés pour vraiment étudier des tsunamis. En général, donc c'est surtout l'étude de la marée. Et le tsunami, ici, sur un enregistrement en Polynésie française d'un tsunami qui avait été initié au Japon, on voit que le tsunami, il est évidemment noyé dans le signal principal qui est la marée. En Marquise, ce tsunami-là n'avait pas été très important en amplitude, mais on voit que l'enregistrement, on n'a pas directement l'observation du tsunami. Il faut faire tout un travail de filtrage pour retrouver ce qui nous intéresse sur les caractéristiques du tsunami. Alors, ce qui se fait maintenant de plus en plus, ce sont les capteurs de pression au fond de la mer qui, eux, permettent de s'affranchir des problèmes de mesure dans les ports. Donc, on a une donnée qui est beaucoup plus propre et qui permet de mesurer des amplitudes de tsunami de quelques centimètres, mais donc au large. C'est très essentiel dans les systèmes d'alerte, par exemple dans le Pacifique. Et je vous présenterai donc tout à l'heure une donnée qui est relativement neuve, c'est la donnée satellitaire qui, pour la première fois en 2004, a permis d'enregistrer un tsunami au large avec des amplitudes, vous allez voir, qui sont exceptionnelles. Alors, juste un mot sur le marégramme. Je vous disais que le principal enregistrement du marégramme, c'est cette marée, donc qui est à très grande, ce qu'on appelle grande longueur d'onde. Et puis le tsunami qui se superpose. Alors on a une période, donc la période de la vague, c'est entre deux crêtes successives. Et puis l'amplitude, donc ce qu'on appelle crête à creux du tsunami. Plus bien sûr, donc ce qui est important aussi qu'on mesure sur un marégramme, c'est l'heure d'arrivée du train de vague sur le site d'étude. Donc la mesure qu'on a très fréquemment, c'est la mesure de run-up, qui elle ne donne pas de contraintes réellement, donc de contraintes temporelles sur ce que c'est que la période, si c'est la deuxième, troisième ou quatrième vague qui était la plus forte, sauf si on a des témoignages précis. Mais en général, c'est simplement une sorte d'intégration du phénomène sur la côte, c'est-à-dire jusqu'où est arrivée l'inondation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur de run-up. C'est souvent ce genre de données qui va nous servir aussi à caler les modèles, vous allez voir. Alors un exemple de mesure de run-up, donc ça c'est en 2004, à la suite du tsunami donc, de décembre. Il y a eu plusieurs campagnes de mesure sur toutes les côtes qui ont été touchées. Donc là, un exemple de mesure à l'île de Rodrigue, dans les Mascarenhs. Donc ça, ce sont des clichés qui ont été pris le 26 décembre lors de l'arrivée des vagues à Port-Maturin, je crois. On voit il y avait une sorte de canal ici qui donne sur la mer. Ça ressemble un peu à un mascaré. C'est vraiment la mer qui est en train de rentrer dans le canal, qui atteint, donc vous voyez ici la passerelle, qui est de plus en plus, je ne pense pas qu'elle a été complètement submergée, mais l'eau est arrivée donc, au pied à ce niveau-là de la passerelle. Donc quelques mois plus tard, nous sommes allés sur place mesurer les altitudes atteintes en ce lieu. Alors, ce n'est pas forcément un run-up parce que ce n'est pas la hauteur maximale atteinte, mais c'est la hauteur maximale atteinte en ce site-là. Et vous allez voir que c'est des données qui nous intéressent pour la simulation. Alors, pourquoi simuler des tsunamis, bien sûr ce qui se passe, c'est, je pense qu'on l'a vu dans l'exposé précédent, les événements historiques sont pas forcément fréquents sur tous les océans du globe pour bien caractériser le risque de tsunami dans une région donnée. Donc la simulation permet de travailler sur des cas hypothétiques
et voir quel serait l'impact d'un tsunami sur une zone donnée, par exemple. Et puis, bien sûr, on cherche à mieux comprendre la physique des phénomènes, la physique de l'événement tsunami, en quantifiant au mieux les différents paramètres physiques qui rentrent en jeu. Donc, une application importante, c'est bien sûr la prévention des risques. Je vous montrerai quelques exemples sur la Polynésie française, donc où nous travaillons. Et puis, bien sûr, la simulation numérique est un support, un complément au système d'alerte au tsunami. Alors, il faut savoir qu'actuellement, les calculs ne sont pas encore assez puissants pour faire un calcul, ce qu'on appelle en temps réel. Là, je parle évidemment pour des zones qui seraient touchées quelques heures après un séisme. Par exemple, si vous avez un séisme aux Aléoutiennes qui va toucher la Polynésie française environ 10-12 heures après, à l'heure actuelle, on n'arrive pas à faire des calculs détaillés sur un site, comme je vais vous le montrer ensuite, en 10 à 12 heures. En général, il faut au moins 24 heures de calcul pour avoir l'impact calculé précisément. Donc ce n'est pas encore intégré dans le système d'alerte en tant que calcul rapide, mais on le fait avant, on essaie de le faire au maximum avant pour avoir des idées les plus précises possibles des impacts à attendre. Donc bien sûr, les observations qu'on peut avoir sont primordiales pour caler les modèles et pour les améliorer. Et là, l'événement de Sumatra du mois de décembre, à ce titre, est exceptionnel parce qu'on a une moisson de données de tout style. Je vais vous en montrer quelques-unes qui va nous permettre d'affiner nos modèles. Et là-dessus, on ne fait que commencer, en fait. Donc, dans quel but? Eh bien, par exemple, les questions qui se posent, c'est où installer les infrastructures sur les zones côtières. On apporte des éléments de réponse en calculant, donc ce sont des résultats de calcul, des cartes d'inondabilité pour un site donné. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envisage plusieurs sources possibles qui peuvent toucher le site. Donc ça, c'est un exemple de calcul sur une des baies des Marquises en Polynésie française. On fait varier les sources, on essaye de réfléchir un peu à l'occurrence possible de chaque source. Et on en déduit des cartes d'inondation maximale, d'inondation moyenne. Il y a plusieurs approches possibles. Donc ça, c'est le but vraiment préventif, c'est la carte d'inondation, exactement comme on fait pour les zones fluviales, c'est-à-dire les endroits inondables, faiblement inondables, très inondables, jamais inondables. Et puis il y a un autre aspect qui est également sur lequel on peut apporter des éléments par la simulation, c'est comment gérer l'événement au moment de la crise. Donc ça, c'est les cartes d'évacuation. Donc, par exemple, les Américains le font beaucoup sur la côte ouest américaine. Ils ont établi toute une série de cartes d'inondation des rivages lorsqu'il se produit un tsunami. Donc, ça permet d'estimer les zones qui vont être inondées, donc, où il vaut mieux éviter de faire des points de regroupement ou les routes d'évacuation ne doivent pas se situer dans les zones inondables, bien entendu. Et donc, c'est un autre apport possible de la simulation numérique, savoir quelles seront les zones où on peut évacuer les populations. Donc, comme je le disais, la simulation numérique est une composante de l'alerte au tsunami, même si elle n'est pas encore, à l'heure actuelle, intégrée en tant que calcul temps réel. Alors, comment simuler un tsunami? Eh bien, on a vu que le tsunami, il y a à la fois la génération par le séisme, la propagation et le déferlement, l'amplification sur les côtes. Donc on va simuler chaque partie de ce phénomène, en commençant par la rupture sismique. Donc là, c'est une partie sismologique plutôt de la simulation, c'est-à-dire qu'on va rentrer en entrée de programme, en entrée de code, les paramètres de la rupture sismologique, de la rupture sismique. Donc c'est à partir d'études sismologiques en général, à partir de lois d'échelle. On connaît les déplacements moyens sur les failles pour tel niveau de magnitude. Et puis ensuite, la propagation des ondes. Alors, je ne vais pas vous faire peur avec les équations, mais en fait, c'est assez simple. C'est simplement les équations de la mécanique des fluides qui vont être résolues de différentes manières. Alors, nous, par exemple, nous résolvons les équations avec des méthodes qu'on appelle aux différences finies. Donc qui permettent de bien simuler le phénomène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les études qu'on fait, nous, il faut, pour résoudre ces équations aux différences finies, il va falloir zoomer donc, depuis l'échelle de l'océan global jusqu'à l'échelle du port. Par exemple, si on veut étudier un tsunami sur un port. Donc, si on veut étudier l'impact, par exemple, qu'aurait un séisme sur la zone de subduction des Tonga, qui est ici dans le sud-ouest Pacifique, qui est la zone de subduction la plus proche de la Polynésie, avec environ 3-4 heures de propagation, donc quelque chose qui est assez proche.
eh bien, il va falloir considérer des grilles, donc c'est des grilles bathymétriques qui décrivent le fond des océans, donc qui permettent de calculer les vitesses de propagation. Il faut décrire donc d'abord une grille très large qui englobe la source possible et la cible, et puis petit à petit on zoome sur le site d'étude, donc on se rapproche sur Tahiti, avec un pas de grille, donc un pixel si vous voulez, qui décroît de plus en plus. Donc là on est à 1 km de pixels, et on descend, à 250 mètres on se rapproche de l'île. On va faire ensuite des grilles de plus en plus fines, donc qui sont de plus en plus difficiles aussi à établir, parce qu'il faut savoir que les grilles globales des océans, maintenant, on les a assez facilement avec les données satellitaires. Des grilles, et on va descendre jusqu'à une résolution de pixels de 10 à 15 mètres environ, sur le site d'étude. Donc ici, c'est une étude qui a été réalisée sur l'aéroport de Tahiti, qui se trouve au nord-ouest de l'île, qui est dans une zone relativement protégée par le lagon, mais qui se trouve en face, pratiquement, donc, de cette zone de subduction des Tonga. Ces grilles de 10 à 15 mètres de pixels sont assez délicates à établir, il faut beaucoup de détails. Et puis donc en plus, pour calculer ces hauteurs de run-up, pour calculer l'inondation à terre, il faut rajouter aux données bathymétriques de profondeur d'eau les données topographiques. Donc cartographier le plus précisément possible la zone émergée. Donc ici c'est la zone de l'aéroport avec la piste qui est comme ça et qui a été gagnée sur la mer. Et puis ensuite toute la topographie des premiers mètres, puisque ici on ne s'attend pas à des run-up jusqu'à 30 mètres, mais même quelques mètres, on va voir, ça peut être pénalisant. Et donc ça c'est le travail en amont de la préparation d'une simulation, construire ces grilles. Donc on voit déjà que si on se passait dans le cadre de l'alerte au tsunami, ce travail de construction de grilles peut prendre quelques semaines à quelques mois. Donc il faut les préparer avant, bien entendu, les événements. Alors par exemple, justement, sur Tahiti, alors là je vais commencer donc par une étude qu'on a menée également sur Tahiti, mais là sur une future installation qui est en étude, en projet actuellement, qui se trouve à l'est de Tahiti. Donc c'est le même principe, on étudie dans ce cas-là donc des cas maximum attendus. Cette figure, elle représente la vitesse des courants à un instant donné de la propagation. Là, c'est un instant de reflux, c'est-à-dire que vous avez le tsunami qui est en train de quitter la lagune, avec des vitesses locales de courant qui peuvent être assez fortes et qu'on cherche à connaître au mieux pour construire au mieux les infrastructures portuaires, les futures infrastructures portuaires. Une autre étude, donc justement sur l'aéroport de Tahiti, où là, on a travaillé avec un cas qui n'était pas forcément maximum, on a pris un cas moyen qu'on peut attendre raisonnablement, et où on voit déjà que la piste, alors je ne sais pas si vous voyez le tracé de la côte est en blanc, on ne voit pas forcément très bien, mais la piste se trouve ici, elle est inondée sur des altitudes qui sont faibles, hein, c'est de l'ordre du mètre, mais on voit qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus inondées que d'autres, qui sont plus protégées. Donc ce genre d'études permet ensuite d'aider, dans ce cas-là, les autorités de l'aéroport à mieux gérer dans l'avenir la disposition de leur matériel, à définir les zones où les avions doivent être à l'abri, et donc à privilégier certaines zones plus que d'autres pour la protection vis-à-vis des tsunamis. Alors, sur la Polynésie française, toujours, on a parlé tout à l'heure des îles Marquises, donc il se trouve que ce sont donc les îles les plus exposées au risque de tsunami, parce qu'en particulier, donc, elles n'ont pas de barrière corallienne qui protège les baies, et les pentes au large sont plutôt douces, donc favorisent l'amplification. Donc là, je vais simplement vous rappeler que dans les années 90, on n'en a pas beaucoup parlé forcément, mais il y a eu des tsunamis importants, moyennement importants dans le Pacifique, qui ont quand même, donc c'était pas des magnitudes 9 non plus à l'origine, mais les magnitudes 8 suffisent donc à générer des tsunamis qui sont observés en Polynésie française et qui peuvent être pénalisants, par exemple sur les ports de plaisance ou ce genre de choses. Je vais juste vous montrer un des exemples, alors pas un exemple passé, mais un exemple qu'on attend. Il se trouve que donc les zones de subduction sur l'Amérique du Sud, Chili, Pérou, sont très génératrices de forts séismes. Donc le séisme de 1960, le plus fort connu, dans le sud du Chili. Et puis vous avez donc entre Pérou et Chili ici, là où la subduction fait un coude, il se trouve qu'il y a deux zones, ce qu'on appelle des lacunes sismiques. C'est-à-dire que ce sont des zones qui n'ont pas rompu depuis plus de 100 ans maintenant. Et il faut savoir donc ici que le
le taux de rapprochement entre les plaques, la convergence des plaques est extrêmement rapide dans cette zone du Pacifique. Donc il y a énormément de glissements, de déformations qui sont accumulées depuis. Donc dans le sud du Pérou, c'est depuis 1868 et dans le nord du Chili depuis 1877. Donc ce sont 2 séismes qui ont eu lieu, qui sont bien connus, qui avaient généré des tsunamis. Et on attend qu'ils se reproduisent dans les prochaines dizaines d'années. Alors on a travaillé sur cette hypothèse donc d'un séisme qui se produirait en particulier dans le nord du Chili. On a considéré une magnitude 9 environ dans le nord du Chili ici, donc c'est un peu plus faible quand même, largement plus faible que ce qui s'est passé à Sumatra. Alors l'impact calculé, sans rentrer dans les détails, là c'est sur 4 baies des Marquises qui nous intéressaient, et variable d'une baie à l'autre. Là on a une échelle en bleu qui est à peu près de 2 à 4 mètres d'inondation. Cette baie-là, dont on a déjà parlé tout à l'heure, à Ivaoa, est nettement plus touchée par l'événement puisqu'on a une altitude atteinte qui arrive à 10-11 mètres. Donc une pénétration dans cette vallée assez profonde. Je crois qu'il y a une petite animation là qui vous montre l'arrivée de ce tsunami, donc qu'on attend dans les prochaines années vraisemblablement, sur ce site d'Ivaoa. Alors, vous allez voir qu'il y a d'abord un petit retrait, et dans ce cas-là, donc une première vague qui est très importante. Donc vous voyez ici qu'on est à la minute près. Donc l'eau s'est un petit peu retirée. Alors l'échelle ici, c'est à peu près 1 kilomètre. On va voir que l'eau pénètre dans la vallée en remontant le lit de la rivière, donc jusqu'à une longueur horizontale de plus d'1 kilomètre, environ 20 minutes après. Alors dans ce cas-là, je ne me souviens plus si c'est la première vague la plus forte, je crois pas. Mais ça, le phénomène ensuite dure pendant plusieurs vagues, plusieurs heures. On a cette succession de vagues qui montent, qui descendent, et qui, bien sûr... donc là, un retrait très important après la première vague. Là, vous avez un petit port de plaisance, justement, derrière une digue qui est, dans ce cas-là, complètement submergée. Un port de plaisance qui a été touché donc, en 95 par un tsunami qui venait du Chili, mais beaucoup plus faible. Donc voilà un exemple de simulation qu'on mène dans le cadre de la prévention du risque de tsunami. Donc je vais revenir à Sumatra, qui est quand même le cas qui nous intéresse énormément depuis 1 an. Donc c'est un séisme de subduction majeure, ce qu'on peut avoir au Chili également, avec, comme toujours, quand on a un séisme de subduction majeure à une magnitude supérieure à 9, on a un tsunami majeur. Et là, la communauté a été assez surprise d'avoir ce type d'événement dans l'océan Indien. On attendait beaucoup justement dans le Pacifique, statistiquement. Là, on a été très touché par l'événement parce qu'il y a eu énormément de zones très peuplées, zones côtières très peuplées qui ont été touchées, en particulier énormément de communautés touristiques également. Et puis on a des enregistrements pour la première fois d'un tsunami moderne avec des instruments modernes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'événement a été global. Donc tout à l'heure, on montrait ces hauteurs maximales d'eau atteintes dans les océans, donc qui sont toujours en gros perpendiculaires à la faille qui était pratiquement nord-sud. L'énergie maximale est partie vers l'ouest, donc vers l'Inde, Sri Lanka, les Maldives, et vers l'est, vers la Thaïlande. Mais il faut bien voir que la propagation a été globale, donc ça c'est un modèle. Mais l'énergie est canalisée par les zones qui sont moins profondes, donc en particulier les dorsales océaniques ici. Et l'énergie est arrivée, le tsunami est arrivé dans l'Atlantique, où il a été largement observé au Brésil, par exemple. Il a également passé vers le Pacifique, mais un peu moins. Et il a touché l'Antarctique. Il a été enregistré sur les côtes françaises également, avec par exemple une mesure en Bretagne de l'ordre de 20 cm d'amplitude. C'est quelque chose qui est à peine perceptible, bien sûr, qui est perceptible sur un marégraphe. L'arrivée de ce tsunami sur les côtes françaises se situe à peu plus de 36 heures après le séisme. Donc un enregistrement en Normandie également, avec un train de vagues assez suspect qui arrive là après le 28 décembre sur les côtes françaises. Alors là on a sur Sumatra, on travaille avec une somme de données qui est vraiment sans précédent. On a des marégraphes bien sûr sur tout l'océan Indien, donc même au-delà dans l'Atlantique, de qualité peut-être variable, mais vraiment beaucoup d'enregistrements. On a énormément de témoignages, ce qui est assez nouveau, beaucoup d'enregistrements vidéo, photographiques, etc.
Je pense que vous en avez vu énormément. Et puis la grande première aussi, c'est que pour la première fois, on a des enregistrements satellitaires. Donc à la fois, vous allez le voir, l'altimétrie qui a mesuré le tsunami au large, et puis aussi l'observation de l'espace après l'événement. Ça, ce sont des clichés, enfin des reconstitutions à partir de photos satellites sur la zone de Banda Aceh. Comme le montrait tout à l'heure François Chindelet, on a directement les zones dévastées par les vagues, donc on peut très facilement retrouver le run-up sur ces zones-là, avec des zones qui ont été donc envahies par les mers sur plusieurs kilomètres de long. Localement, donc je pense qu'on a vu les scènes de dévastation. Là aussi, c'est dans la région de Banda Aceh, à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Et donc ce fameux îlot où là on voit donc quelqu'un qui est en train de faire des mesures de la hauteur de l'eau atteinte. Donc ça vous donne à peu près l'échelle. Mettons que si c'est 2 mètres, on voit qu'à cet endroit-là, l'eau est montée. Alors c'est pas un run-up au sens où c'est pas la zone maximale, mais sur cette zone-là, il y a eu une montée de l'eau sur 10 mètres au moins. Alors à Sumatra, on a, donc on l'a vu tout à l'heure, des distributions de run-up le long des côtes, il faut voir l'échelle, qui sont extrêmement soutenues, c'est-à-dire qu'on a encore sur plusieurs dizaines de kilomètres de long, voire jusqu'à plus de 100 kilomètres au sud, on a un run-up qui est toujours au minimum de 20 mètres, 20 à 30 mètres, sur toute la zone. Donc c'est extrêmement fort comme valeur, c'est caractéristique des sources de type séisme. On a pu parler à un moment qu'il y avait à Sumatra lors du séisme peut-être des glissements sous-marins, mais ils n'ont probablement pas créé les vagues qui sont observées, c'est certain, parce que la distribution serait très différente. Là, on a quelque chose qui est très soutenu sur plusieurs centaines de kilomètres de long, donc c'est le séisme qui a généré ce tsunami, assez exceptionnel. Donc les premiers modèles que je voulais montrer là concernent par exemple Sumatra. Donc là, vous avez, c'est aussi une donnée satellitaire indirecte. Les zones rouges sont les zones qui ont été inondées. Donc là, on a toute la côte nord de Sumatra, avec donc des zones inondées également au nord-est de Sumatra, et puis ici tout le long des côtes. Alors, on commence seulement à travailler sur des modèles les plus précis possibles, parce que je vous disais que les constructions de grilles de calcul sont très longues à établir. Donc là, c'est un exemple, évidemment, c'est pas très clair, d'un calcul préliminaire sur Sumatra. Il faudrait que ça revienne à 0, parce que c'est assez intéressant. C'est un peu long. Il est fatigué, là. Ouais. Je vais passer sur cette animation-là, il y a des choses plus intéressantes à dire aussi. Donc là, je représente également ces hauteurs maximales d'eau, donc la distribution de l'énergie dans l'océan Indien. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des hauts fonds ici. Donc là, vous avez des rides sous-marines, ça correspond aux Maldives, au plateau des Maldives. Et on voit que l'énergie a été très stoppée, très diminuée à ce niveau-là. De la même façon, cette ride sous-marine, qui est le plateau des Mascarenhs, a également servi presque de parapluie vis-à-vis des côtes plus à l'ouest. C'est-à-dire qu'on dirait que ces plateaux sous-marins ont protégé les côtes de Madagascar, par exemple, et également certaines côtes africaines. L'île de la Réunion se trouve ici, je vais vous en dire quelques mots. L'île de la Réunion a presque été protégée également par ces structures sous-marines qui ont quand même pas mal bloqué l'énergie. Là, je vais passer aussi. Alors, sur la Réunion, justement, ce qui est intéressant, donc la Réunion a été atteinte à peu près 7 heures après le séisme, après déjà pas mal de propagation dans l'océan. Donc le port qui est situé au nord-ouest de l'île disposait d'un marégraphe qui est d'une qualité moyenne, mais bon, là encore on retrouve la marée essentiellement. Mais si on regarde ce signal donc, qui apparaît ici, c'est le tsunami, on voit que le tsunami est enregistré sur une durée, alors l'enregistrement est coupé, mais ça dépasse les 24 heures. On voit qu'il y a eu des oscillations portuaires pendant plus de 24 heures dans le port de la Réunion, avec des amplitudes certes pas forcément énormes. Là, ici c'est de l'ordre de 50 cm. Mais là on a un enregistrement très intéressant sur lequel on va travailler. Ce qu'on a ensuite donc réalisé au mois de mars avec le soutien du ministère de l'écologie, on a réalisé justement une des campagnes de mesure sur ces îles-là, donc La Réunion, Maurice et Rodrigue. Il se trouve qu'on retrouve des caractéristiques intéressantes. Sur Rodrigue, par exemple, l'impact a été le plus fort à l'est, là où le tsunami arrive de plein fouet. L'ouest de l'île a été probablement protégé par le lagon qui se trouve plus développé à l'ouest qu'à l'est.
À La Réunion, en fait, c'est plutôt le contraire. C'est la zone à l'ouest de l'île, donc le port se trouve ici, qui a vraisemblablement été la plus touchée. Alors les valeurs ne sont pas énormes. À La Réunion, on est entre 1,50 m et 2 m à peu près. L'île la plus touchée a quand même été Rodrigue, qui a atteint, donc les run-up sont supérieurs à 3 mètres sur certains points de l'est de l'île. L'île Maurice semble avoir été nettement moins touchée. Donc par exemple, si on regarde l'arrivée du tsunami à La Réunion, là vous avez La Réunion, là vous avez l'île Maurice, il se passe un phénomène qui s'est souvent produit donc, lors de l'impact d'un tsunami sur une île. Les ondes donc, viennent de l'est et il y a un phénomène d'enroulement des vagues autour de l'île qui fait qu'il y a un redoublement des amplitudes possibles à l'opposé de l'arrivée des vagues. Ce qui fait que ici vous avez des vagues qui se re-rencontrent ici et donc qui peuvent être fortement amplifiées à l'ouest de La Réunion, et c'est un peu ce qu'on observe sur ce site, sur les sites à l'ouest de l'île. Donc ça, c'est une explication qui est donnée par la simulation numérique. On commence à avoir quelques calculs plus détaillés sur ici, par exemple, le port de La Réunion, donc avec les bassins à l'est et les bassins à l'ouest. Le marégraphe se trouvait ici. On a des calculs qui commencent à bien expliquer les marégraphes. Il y a eu un phénomène intéressant sur ce port de la Pointe des Galets dans le bassin est. Il y a donc un porte-conteneur qui était amarré sur ce quai ici, qui a rompu ses amarres environ 2 à 3 heures après l'arrivée des premières vagues, que les autorités portuaires donc, ont réussi à rattraper parce qu'il était parti dériver dans les bassins, donc qui a été réamarré et qui a à nouveau rompu les amarres plusieurs heures dans la suite de la journée du 26 décembre. Donc ça montre bien que le phénomène a duré plusieurs heures, voire plus de 24 heures dans les ports. Il y a énormément de résonances portuaires qui ont pu se produire. Le phénomène de rupture des amarres des porte-conteneurs a été observé aussi à Madagascar, dans un port de Madagascar, également en Oman. Et ça montre bien que pour ces sites qui étaient quand même relativement éloignés de la source, une alerte qui aurait été efficace comme elle l'est dans le Pacifique aurait permis à ces bateaux-là de partir au large, là où ils n'auraient pas senti le tsunami, et aurait évité bien sûr pas mal de dommages au port. Alors là j'avais également un modèle, je crois, sur... mais mes animations elles partent un petit peu trop tard. Sur le port, où là aussi on commence à étudier en détail ce qui se passe au moment du flux et du reflux des vagues. Donc là ce sont également des champs de vitesse à différents instants. On essaie de reproduire justement ce qui a pu se produire, pourquoi le bateau a rompu ses amarres à cet instant précis. Alors il se trouve que il y a eu vraisemblablement, donc le porte-conteneur a rompu ses amarres environ 10h, 10h30 après le séisme, donc c'est les heures qui sont inscrites ici. Le tsunami se propageant dans l'océan Indien subit énormément de réflexions. Donc je vous ai parlé, il y a eu une réflexion sur, par exemple, sur les Maldives, également sur les Mascarenhs, et une réflexion sur Madagascar. Et en fait, ce type de réflexion renvoie pas mal d'énergie, donc dans une autre direction, et il se trouve qu'il y a un paquet d'énergie qui semble arriver sur la zone de La Réunion à peu près à l'instant où le porte-conteneur a rompu ses amarres. Donc il est possible que ce type de réflexion secondaire ait généré un nouveau tsunami secondaire, on pourrait dire, mais qui a pu lui-même renforcer les résonances portuaires. C'est une explication qu'on est en train d'étudier un peu plus en détail. Alors je vais finir sur l'altimétrie satellitaire, qui est vraiment exceptionnelle. Donc ce qui se passe, c'est que dans les années 90, on a déjà essayé de mesurer un tsunami sur une donnée satellitaire. Et il y avait eu une détection possible d'un tsunami donc en 92 au Nicaragua sur un enregistrement altimétrique. Donc le tsunami serait peut-être ce petit signal qu'on voit là. C'est extrêmement noyé dans le bruit de fond de l'altimétrie, c'est pas forcément très convaincant. Donc ce qui s'est passé en 2004, on a quelque chose qui n'a rien à voir. Vous avez ici l'image de la propagation du tsunami 2 heures après le séisme, et c'est au moment, à 2 heures après le séisme, où est passé ce satellite Jason dans l'océan Indien. Donc ici vous avez ce signal du satellite. Vous voyez que l'échelle est à peu près, donc ici vous avez plus de 50 cm en altitude, 60 cm même localement. Donc rien à voir avec ce qu'on a vu avant qui là faisait plutôt l'ordre de 5 à 10 cm. Là on arrive à plus de 50 cm en amplitude positive. Donc ça se trouve en fait ici. Et puis ensuite le signal est déroulé, donc le satellite venait du sud vers le nord, il a traversé la zone en quelques minutes. Donc entre 2h moins 2, 3 et 2h5, 2h10 après le séisme.
Donc c'est pratiquement une photographie du tsunami à un instant donné, enfin sur quelques minutes, qui nous permet, nous, de retravailler à la fois sur le tsunami et également sur la source, c'est-à-dire sur le séisme. Et donc là, on a des amplitudes qui sont considérables et qui ont été enregistrées sur d'autres satellites sur la zone. Donc il y a eu Envisat qui était un petit peu plus au sud, environ 3 heures après le séisme. Et puis également, 2 heures après le séisme, juste à côté de Jason, il y avait le satellite Topex qui est passé également, avec le même genre d'amplitude. Alors ensuite, il y a beaucoup de coupures dans le signal. Mais on a également cette première amplitude de plus de 50 cm par rapport à un bruit de fond qui est de l'ordre de 10 à 20 cm. Là, on sort complètement du bruit de fond. Et alors, quand on a eu ces données qui sont réellement exceptionnelles, on a commencé à travailler avec des modèles, ce qu'on appelle donc des modèles directs. On a essayé des séismes différents, des magnitudes différentes, des tailles de failles différentes, pour essayer d'expliquer cette observation qui est en noir ici, avec des modèles donc de plus en plus... ça, c'était au mois de janvier 2005, et on voyait bien qu'il fallait arriver à une magnitude... C'était encore à un moment où on discutait de la magnitude du séisme, un peu. Et donc ce sont seulement des magnitudes très fortes de 9,2 environ, avec des failles de plus de 1000 km de long, qui commencent à expliquer ce signal. On voit en même temps qu'on n'arrivait pas à expliquer tout ce signal, avec nos modèles directs assez simples. Donc finalement, on a pris le parti d'essayer d'inverser, comme ce que font les sismologues pour expliquer un séisme. Ils prennent, en fait, on prend l'observation et on remonte à la source, avec une technique qui est assez efficace. Donc on discrétise la faille d'origine avec des petites sous-failles. On calcule la contribution possible de chaque sous-faille. Et puis ensuite on fait des inversions, ce qu'on appelle par moindre carré. Et bien là c'est quelque chose qui est très satisfaisant parce que vous avez ici donc notre calcul en rouge sur l'observation qui est en bleu. Donc là on arrive mieux à expliquer cette onde-là. Et puis en termes de glissement sur la faille, donc ce qui s'est passé au moment du séisme, eh bien on voit qu'on retrouve un glissement très important juste au large de Banda Aceh, de Sumatra Nord, avec des glissements sur la faille qui ont dépassé les 15 à 20 mètres. Et une deuxième zone de glissement fort à environ plus de 10 mètres à cette latitude-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces calculs-là, qui se font complètement indépendamment de la sismologie, sont en très bon accord avec d'autres résultats qui sont parus dans l'année 2005, que ce soit des données accélérométriques, des données de télésismiques ou des... C'est tout ce que j'ai, des données GPS. À chaque fois, on a donc le glissement sur la faille n'a pas été homogène. On n'a pas une zone de 15 mètres qui glisse sur la faille tout le long, mais on a des zones plus fortes, donc toujours à cette latitude-là, où ça a plus glissé, et également vers 10 nord, des zones très importantes de glissement qu'on retrouve sur tous les modèles. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. Donc je vais finir sur simplement quelques perspectives rapides. Bon, sur l'événement du mois de décembre, pour nous, ça ne fait que commencer. On commence vraiment seulement à dépouiller les données, à lancer des modèles très détaillés sur des sites précis. On n'a pas encore vraiment commencé sur l'Indonésie, mais ça va venir aussi. Et ça nous donne la possibilité d'améliorer, bien sûr, les modèles de simulation, de peut-être mieux traiter la source qu'on entre dans le modèle également. On travaille de plus en plus avec des communautés, par exemple les communautés qui travaillent sur l'ingénierie côtière, l'ingénierie portuaire, ça va. On a énormément d'échanges intéressants. Et puis bien sûr, donc je crois que là tout le monde est beaucoup plus conscient maintenant de ce que c'est que le risque de tsunami. Juste pour dire un mot donc de zones dont on parle peut-être pas forcément beaucoup, mais qui peuvent être bien sûr touchées par des tsunamis. Il y a par exemple les Antilles. On a des données historiques d'observation de run-up aux Antilles qui sont assez fortes, de plus de 10 mètres, qui peuvent correspondre à des séismes historiques au 19e siècle. Alors c'est vrai qu'au 20e siècle, il n'y a pas eu de cas dramatiques aux Antilles, mais ça peut se reproduire. Donc là, il y a vraiment tout un travail à démarrer sur les Antilles, où le risque tsunami est beaucoup moins perceptible, enfin moins ressenti que le risque volcanique, bien entendu, ou que le risque sismique même. Donc là, on n'a pas encore d'action très concrète là-dessus, mais on a très envie évidemment de démarrer sur ces zones-là dont on parle peu. Et puis bien sûr, l'Europe, avec la Méditerranée, alors a été touchée par des cas historiques assez nombreux, assez forts parfois, comme par exemple sur la Crète, à 2 reprises, donc en 365 et également en 1305, avec des séismes très forts qui ont peut-être atteint des magnitudes 8,5 ou plus, et qui ont généré des tsunamis, très probablement. Donc
En Europe, en Méditerranée, ce genre de phénomène ne se reproduit que tous les 1000 ans. Donc il va être important de travailler sur la prévention. Ce que je vous ai montré, ce qu'on fait sur la Polynésie, on peut le faire partout. Et réfléchir à un autre type d'infrastructure côtière, infrastructure touristique en particulier. Donc ce qu'il faut, c'est améliorer la connaissance des failles à la base, et puis travailler dans la prévention. Et puis toujours retenir, donc, quand on ressent une secousse importante en bord de mer et que la mer commence à s'agiter, il faut monter en altitude sans trop réfléchir et sans non plus aller voir ce qui se passe sur les zones qui sont dénudées, qui ne sont plus sous l'eau. C'est pas la peine d'aller ramasser les poissons, il vaut mieux partir en altitude. Donc un exemple aussi que je voulais montrer pour finir sur la région de Banda Aceh, une construction typique qui peut résister à la fois au séisme et au tsunami. Ce sont des constructions sur pilotis qui permettent aux courants successifs, au flux et au reflux de circuler sans que la structure soit détruite. Et c'est d'autant plus impressionnant quand on voit ce qui reste dans le quartier. C'est vraiment pratiquement la seule structure qui a résisté aux inondations successives. Donc c'est une mosquée sur Banda Aceh. Et donc là, vous avez la simulation sur l'océan Indien pour l'événement de 2004. Voilà, je vous remercie.